Bonsoir mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de la séance de Manhunter réalisée par Michael Mann et proposée dans le cadre du festival Play It Again. Et cette séance nous est présentée par Jean-Baptiste Thoré, que l'on peut applaudir tout de suite. Alors, Jean-Baptiste, certains d'entre vous étaient là à la séance de Michael Cimino, Un mirage américain? Voilà. Donc, nous venons de passer l'après-midi avec Jean-Baptiste, qui nous a présenté l'avant-première de son film Michael Cimino, Un mirage américain, qui sortira sur mon écran, évidemment, et beaucoup d'autres, le 24 novembre. Donc, ceux qui l'ont vu et qui ont apprécié, parlez-en à vos amis. Et sinon, pour mes autres spectateurs, vraiment, jetez-vous dans les salles de cinéma et pourquoi pas au Grand Action à partir du 24 novembre. Et vous savez que Jean-Baptiste Thoré est le spécialiste du cinéma américain. Et il a donc réalisé ce film sur Cimino, après avoir réalisé We Blew It. Et parallèlement à ça, tu as eu le temps d'écrire un livre sur Michael Mann. Michael Mann, un miracle contemporain. Mirage du contemporain. Mirage du contemporain. T'es comme moi, tu t'en mets avec les... Et donc ton livre sort mardi. Oui, voilà. Non, mais ça va. Donc vraiment, je suis ravie de t'accueillir et d'avoir vraiment cette introduction en avant-première de la sortie. Oui, non, mais alors merci d'abord. Viens au milieu. Parler de Michael Mann, donc je vais faire court. Oui, hein, c'est une présentation. Qui a déjà vu le film parmi vous? Ouais, donc vous venez le revoir, etc. Non, je vais vous dire deux mots sur Manhunter, parce que voilà, Michael Mann, c'est quand même un très gros dossier. Qu'est-ce qu'on peut dire de Manhunter? Le sixième sens en français, d'ailleurs, c'est bien d'avoir récupéré le titre original pour la sortie du film. Oui. Hein, il ne faut pas confondre. Absolument. Et donc voilà, on récupère le titre Manhunter, même si je pense que c'est un des rares titres français d'un film de Michael Mann, avec révélation, qui raconte quelque chose du film. Parce que le sixième sens étant la compétence, on pourrait dire, des personnages de Michael Mann. Des gens qui sont tellement professionnels, tellement bons dans ce qu'ils font, qu'au bout d'un moment, cette compétence produit presque un truc magique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Hit, par exemple, à la toute fin de Hit, la compagne de Robert De Niro attend De Niro aux abords de l'hôtel. Pacino cherche à atteindre évidemment De Niro, mais il voit au milieu de cette foule une femme qui est seule, comme ça, debout, et il sent, mais comme un animal au sens du sixième sens, intégralement, que cette femme, là, au milieu de dizaines de milliers d'autres, on pourrait dire, va la mener à Robert De Niro. Donc le sixième sens, c'est la compétence, on pourrait dire, portée à un niveau extrême. Alors, Manhunter, c'est le troisième film, évidemment, de Michael Mann. C'est à une époque où Michael Mann n'a pas du tout le statut et l'aura qu'il a aujourd'hui. Dans la carrière de Michael Mann, il y a deux dates qui sont extrêmement importantes. C'est 92 des Mohicans, son premier énorme succès public, alors que jusque-là, Mann fait des films qui sont reconnus par une petite communauté, mais il n'est pas identifié comme étant un grand auteur américain. Donc ça, c'est La des Mohicans 92. Et le succès de La des Mohicans, qui d'ailleurs sera son plus gros succès jusqu'à encore aujourd'hui, avec Collatéral, lui permet de mettre en chantier son grand œuvre, que vous avez tous vu, qui est évidemment Hit en 95. Bon. Donc à l'époque de Manhunter, on est au milieu des années 80, Michael Mann c'est quoi? C'est quelqu'un qui est donc appartient à la génération de Nouvelle Hollywood. Il est de la même génération que tous les Brian De Palma, Martin Scorsese, etc. Lui, il ne tourne pas des films quand les autres font les siens. Il fait son premier film en 80, presque avec ce paradoxe que moi j'adore, c'est qu'il appartient à Nouvelle Hollywood, puis il fait son premier film au moment où tout s'arrête. Ce qui va informer toute sa filmographie derrière. Comment faire des films des années 70 quand on a loupé la décennie en question. Oui, regardons les films et puis on verra ce que ça donne. Et donc il fait Le Solitaire, film assez génial, vous l'avez peut-être vu, avec James Caan. J'avais ressorti d'ailleurs. Absolument. Et donc Le Solitaire, c'est le film qu'il fait en 80, succès d'estime, le film marche, etc. Et il va pouvoir mettre en chantier un film qui va, on ne pourrait pas se dire, donner un coup d'arrêt à un moment à la carrière de Michael Mann, qui est The Keep, La Forteresse Noire, qui là pour le coup est le seul film maudit, mutilé, quasi invisible tel quel de Michael Mann, qui est une adaptation d'un roman, un film fantastique qui se passe dans les Carpates à l'époque nazie.
Le film est une catastrophe pour plein de raisons, parce qu'il y a eu des problèmes de tournage. Bref, à la fin, il ne fait pas le film qu'il veut. Il avait prévu un montage de 3h30, il en fait 1h37 à la fin. Bon, c'est le film de Bonnie de Man, dont lui-même ne veut plus parler encore aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi je vous parle de ces deux films au préalable, c'est que dans Le Solitaire, on voit que Michael Mann est encore un peu dans la queue de comète du cinéma américain réaliste des années 70. Hein, tout a l'air réel, les espaces sont vrais, etc. On est encore dans ce réalisme presque documentaire des années 70. Quand il fait La Forteresse Noire, c'est tout le contraire. C'est son amour de l'expressionnisme allemand qui arrive. Hein, on est dans un truc qui est totalement stylisé, ultra stylisé, et puis c'est quand même le moment où vont arriver tous les films de Scott, d'Adrian Lyne, etc. C'est presque du vidéoclip par moment. Et ce qui est génial avec Manhunter, c'est qu'il arrive finalement à faire la synthèse, on pourrait dire, de ces deux ambitions esthétiques qu'il a. D'un côté, la dimension réaliste, documentaire, documentée, précise ou autre, et de l'autre, la stylisation. Et on pourrait dire que Manhunter est le premier film dans lequel Mann arrive à trouver ses marques du point de vue de ce que sera sa grande stylisation telle qu'on le connaît aujourd'hui, dans Heat, Révélation, Collatéral, Le Génial Miami Vice, etc. Et donc, lorsque Michael Mann va tourner Manhunter, il va donc adapter le roman très connu, évidemment, Thomas Hardy, Dragon Rouge, etc. Ça fait depuis le début des années 80 qu'il y a pensé, il n'a pas attendu, etc. Il a commencé à réfléchir à tout ça, et puis il est en plein dans Miami Vice, Deux flics à Miami, la série à l'époque qui va lui donner un peu de pouvoir d'ailleurs, qui est très célèbre, qui est diffusée sur la NBC à l'époque. Et au moment de la deuxième saison, il va mettre en route Manhunter. Ça fait déjà 2 ans que La Forteresse Noire est sortie, c'est bon, on a un peu oublié, ça a été un tel échec, etc. Et c'est Dino De Laurentiis qui va le chercher en lui disant, voilà, il n'y aurait pas de tourner l'adaptation de Manhunter. Le livre s'appelle Dragon Rouge, le film s'appelle Manhunter. Pourquoi est-ce que le film ne s'appelle pas Dragon Rouge? C'est parce que Dino De Laurentiis sortait, là pour le coup ça fait lien avec notre sujet précédent, sortait de la production avec Dragon de Michael Cimino. Il trouvait que le film n'avait pas marché autant qu'il voulait, et il s'est dit le mot dragon va me porter malheur. Donc on n'utilise pas le mot dragon, donc ça devient Manhunter. Le film s'appelle Manhunter. Michael Mann, comme il le fera toujours, s'est inspiré de plein de choses, d'un vrai profiler, hein. S'est inspiré d'un vrai serial killer sur lequel il a enquêté, qui est un type qui s'appelait Denis Wayne Wallace, qui en fait avait rencontré une fois une femme furtivement, il est tombé amoureux d'elle, et depuis toutes les femmes qu'il allait voir et qu'il allait tuer, il pensait que c'est cette femme d'origine qu'il rencontrait, etc. Donc ça part vraiment à la fois d'expériences typiques de Michael Mann, de son désir de trouver enfin une forme très stylisée. Hein, c'est ça l'idée. Michael Mann, il a l'idée au Manhunter, et il a déjà un peu avec La Forteresse Noire avant, c'est qu'il faut trouver une forme adéquate pour raconter ce que j'ai envie de raconter. La psyché des personnages, etc. Le style, c'est tout. Hein, il est en train de se dire ça. Et Manhunter est un film incroyable, évidemment. C'est aussi un film qui marque la première collaboration de Manhunter avec un de ses chefs-op qui va devenir un de ses chefs-op fétiches, qui est Dante Spinotti, qui va éclairer Heat, Révélation, Ali, Public Enemy. Hein, c'est lui, il le rencontre à ce moment-là. Et Dante Spinotti, c'est évidemment un chef-op italien qui a été formé, pour ceux qui connaissent, à l'école de Gianni Di Venanzo, qui était le grand chef opérateur des films Antonioni. Hein. Et c'est intéressant parce que la dimension abstraite, stylisée, on pourrait dire extrêmement graphique de Manhunter, en fait, vient de toutes ces influences-là, et puis du goût de Michael Mann aussi pour l'art contemporain, puisque vous allez voir plein de citations d'art contemporain partout dans le film, notamment la Fish House sur laquelle habite le profiler au début du film, sur l'île de Captiva. C'était la vraie maison de Robert Rauschenberg dans laquelle il habitait, etc. Vous avez plein de choses comme ça, etc. Donc, dernière chose pour parler de Manhunter, c'est que le film, donc évidemment le film est tourné, il va chercher William Petersen, un acteur que vous connaissez peut-être parce que c'est le moment de l'âge d'or de William Petersen, puisqu'il tourne quasiment au même moment Manhunter et To Live and Die in LA de William Friedkin. C'est quand même un moment extraordinaire. La suite n'a pas totalement confirmé, mais Petersen apparaissait déjà dans le rôle d'un figurant lors d'une séquence de concert dans Le Solitaire de Michael Mann. Si vous voulez regarder vraiment dans le détail, vous voyez que Petersen est déjà... Vous avez remarqué. Voilà. Donc, dernière chose sur Manhunter, qui est un film important, puisque c'est un film qui, bien qu'adapté d'un roman, comporte toutes les obsessions de Michael Mann, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai auteur, c'est-à-dire le couple d'hommes, hein, véritablement, presque d'alter ego, le recto et le verso, le couple d'hommes, donc le rapport d'amitié, on pourrait dire, entre deux hommes différents et qui sont obligés à la fois soit d'être ensemble, soit de se pourchasser. Heat, Miami Vice, Public Enemy, Collatéral, tous fonctionnent sur ce mode-là. La deuxième chose qu'on a dans Manhunter, dès la séquence d'ouverture, qui est pour moi une des plus belles du cinéma de Michael Mann, sur la plage avec le tronc, c'est chez Mann, évidemment, on pourrait dire le conflit qu'il y a toujours entre
la profession du personnage et son désir existentiel. Hein, et le conflit fait tout le film. Hein, il veut à la fois comment avoir, on pourrait dire, un programme professionnel accompli et en même temps un programme existentiel accompli. Donc, je suis très bon dans ce que je fais, je suis un très bon professionnel, mais à la fin, pourquoi faire? À quoi ça mène? Et ça, c'est évidemment le hiatus de tous les personnages de Mann, et vous allez le voir au début, la séquence d'ouverture raconte ça. Je ne vous en dis pas plus, mais pensez à comparer le dernier plan du film au premier, et vous verrez tout ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Et donc, il y a toutes les grandes thématiques des films de Mann sont déjà là constituées dans Manhunter. Et puis évidemment, il va tourner. Le film ne marchera pas tant que ça, encore une fois. Et donc, quand il fait Le Dernier des Mohicans 6 ans plus tard, c'est aussi parce qu'il a envie que sa carrière cinématographique démarre réellement. Et voilà, il accepte de faire un film un peu à grand spectacle, au moment de l'époque de ce qu'on appelait les pré-westerns. Hein, c'était l'époque de Danse avec les loups, c'était l'époque où ce type de film marchait. Et Michael Mann attaque Le Dernier des Mohicans, ce qui est un film extrêmement personnel, mais parce que en fait, les polars, les thrillers, La Forteresse Noire qu'il a fait dans les années 80 n'ont pas complètement marché. Et le succès viendra avec évidemment avec Le Dernier des Mohicans. Donc vous allez voir, Manhunter, à mon avis, c'est évidemment un très grand film de Mann, et c'est aussi un film qui est, une dernière chose là-dessus, qui est passionnant parce qu'il nous raconte finalement comment est-ce qu'un personnage qui est joué par le profiler en fait du film doit attaquer, pour chasser le serial killer. Il ne faut pas oublier qu'on est avant Silence des agneaux. Première apparition d'ailleurs d'Hannibal Lecter, c'est dans ce film-là, qui s'appelle Lector, il ne s'appelle pas Lecter. Et on est très loin de Henry Portrait of Serial Killer, Scream. Le serial killer n'est pas du tout à l'époque une figure du cinéma américain. Il le devient chez Mann, et vous allez voir la façon. Dernière chose, si ça vous intéresse d'y réfléchir plus tard, c'est que comme toujours chez Mann, les films sont des films multicouches, ils parlent de plein de choses, et il y a quelque chose à mon avis que met en scène Michael Mann dans Manhunter, c'est le combat entre le cinéma et la télévision. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que je pense que si on creuse vraiment le cœur de Manhunter, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce que le cinéma peut combattre la télévision qui nous envahit, etc. Et il ne faut pas oublier que Mann fait ça alors qu'il est à la télévision, à cause de l'échec, un peu reclus, et il attend son grand soir pour arriver au cinéma. Mais je pense que le vrai fond de Manhunter, c'est, on pourrait dire, la dimension pathologique de ce qu'on pourrait appeler les sociétés vidéoscopiques, technologiques, etc. Ça, c'est hyper important de chercher ça dans le film, et vous allez voir, et puis pour ceux que ça intéresse, de chercher la référence à Shining dans le film qui est génial, et que Mann retransforme un peu avant. Je vous souhaite une très bonne projection, et puis j'espère que vous verrez évidemment d'autres films de Michael Mann, et merci à Isabelle. Merci Jean-Baptiste, un immense merci. Alors, n'oubliez pas, 24 novembre, la sortie de Michael Cimino, Un mirage américain, et là, dès mardi, dans les meilleures librairies, et d'ailleurs, tu vas faire une signature chez nos amis Potemkin. Ouais. C'est mardi soir? Mardi, oui. Ouais. Mardi. Donc, de ton livre sur Michael Mann, Mirage du contemporain. Voilà. C'est formidable. Parfait. La parole de Jean-Baptiste est merveilleuse. Et là, vous voyez ce que vous êtes en train de vivre. La présentation passionnante de Jean-Baptiste et après un magnifique film projeté sur un grand écran avec du 4K, ça c'est quelque chose de magique qui ne se vit que dans une salle de cinéma. Belle projection. Merci.